Bonjour Monsieur Mecouar. Tout d'abord, on remercie Votre Excellence de nous avoir accordé cette interview tant importante par son lieu et son timing. On veut juste rappeler en fait nos lecteurs qu'on est actuellement au centre de conférence à la capitale mondiale du climat et en même temps nous sommes le dernier jour des négociations. Après donc 2 semaines de négociations rudes, donc nous avons quelques questions à vous poser par rapport à ce sujet. Donc la première question, ce sera par rapport au déroulement de ces négociations. On a eu des informations comme quoi ça a été un peu dur cette année et que la coalition africaine, et bien entendu à travers le Maroc, ont réussi à mettre un forcing, une résistance qui a réussi à infléchir quelques positions un peu difficiles. Est-ce que vous pouvez confirmer ou nous éclairer par rapport à ce sujet? Non, écoutez, les négociations sont toujours complexes. Les négociations sont complexes parce qu'il y a des positions différentes, parce qu'il y a une volonté d'un côté d'aboutir à certains résultats. Disons qu'en général, l'objectif, il y a en général un accord sur l'objectif, c'est la manière d'y accéder, d'y arriver, qui est parfois compliqué à négocier. Donc moi je dirais que bien sûr toute négociation est difficile, toute négociation est complexe, mais enfin quand même on a enregistré pas mal de points positifs ici. Je viens de voir la personne qui était chargée des pertes et préjudices, ça a été adopté. Le comité d'adaptation, je crois qu'également ça a été adopté. D'ailleurs, c'est le Maroc qui était, un des co-facilitateurs était Hamza Tsber de l'équipe marocaine. Il y a plusieurs autres choses qui ont abouti. Il y a encore un point, il y a 1 ou 2 points qui sont encore en négociation et nous espérons que ça aboutira ce soir ou cet après-midi au cours des négociations. Voilà. Donc les négociations vont terminer ce soir. Est-ce qu'il y a une heure ou pas d'heure comme pendant ces 2 semaines? Écoutez, il faut terminer le travail et donc l'objectif est... Ce n'est pas une question d'heure, c'est une question de terminer le travail. De toute façon, l'objectif est de finir tout le travail sur les règles, les modalités, les procédures pour la mise en application de l'accord de Paris en 2018. Et donc nous avons cette session, nous avons la session de mai, puis nous avons également la session de novembre prochain pour terminer le travail. C'est ça l'objectif principal. Entre-temps, il y a je vous dis, des points de convergence, des points de divergence comme dans toute négociation. Nous, avant le début de la COP23, on a eu quelques signaux faibles de la part de l'administration américaine. Donc la Maison Blanche avait validé un rapport qui met en cause directement le comportement humain dans les risques du changement climatique. Du coup, on s'est dit que peut-être il y a un début de changement de position américaine. Est-ce que vous, pendant les négociations, vous avez senti ça ou bien c'était juste une mauvaise analyse de notre part? Non, ce que je peux vous dire, c'est qu'on ne voit pas d'obstruction de la part des négociateurs américains. Ils continuent à travailler normalement dans les négociations comme toujours. Et donc nous n'avons pas assisté à d'obstruction, ni maintenant d'ailleurs, ni avant. Même après l'annonce par le président Trump qui se retirait de l'accord de Paris, ce qui confirme d'ailleurs, mais dans les négociations générales, il n'y a pas d'obstruction. Il y a un travail normal de négociation. Voilà. Avant-hier, donc il y avait à la salle New York la conférence haut niveau, le segment haut niveau, qui a connu des annonces phares du président français Emmanuel Macron, mais également de la chancelière allemande. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Parce qu'on a senti qu'il y a une recentralisation de l'action climatique ou bien vers l'Europe plutôt que les États-Unis. Écoutez, les États-Unis, disons que le président Trump a annoncé qu'il comptait sortir de l'accord à moins de trouver disons, un nouvel arrangement
qui serait meilleur pour les États-Unis. Enfin, écoutez, vous savez, ce processus est un processus, comme on dit, bottom-up, c'est-à-dire que chaque pays a annoncé ce qu'il allait faire. Maintenant, c'est les États-Unis qui décident de faire autre chose. Très bien. Mais enfin, très bien. Disons que c'est leur droit souverain. Maintenant, est-ce que l'Europe reprend le flambeau? Je dirais que que le président Macron a fait un discours extrêmement fort, positif, en disant qu'il prenait par exemple, il garantissait que le GIEC ne manquerait pas de moyens, que la France, et il a fait appel aux autres pays pour aider, pour subvenir au financement du GIEC si jamais il y avait les États-Unis retiraient leur participation, disons, ou leur financement. Il a fait des annonces extrêmement fortes. Je pense que le président Macron et d'ailleurs la chancelière Merkel, disons, ont une position de leadership aujourd'hui dans le monde du climat. Mais je voudrais vous dire également que la Chine est très engagée et également très engagée dans le processus. Une question par rapport donc, à la diplomatie marocaine. Donc, pendant une année où le Maroc était président de la COP, on a vu des initiatives importantes comme l'appel de Rabat, enfin, pour ne citer que ça. Et donc là, il y avait un travail qui était colossal réalisé par cette équipe. Là, on sent que, à la COP 23, qu'il y a une vraie position de leadership marocain en Afrique. On voulait en fait avoir votre opinion. Comment le Maroc doit faire pour garder cet élan et continuer dans cette avancée positive après la COP 22? Écoutez, le Maroc d'abord, bien sûr, a conduit la COP 22 et a organisé la COP 22 et aussi bien dans le domaine des négociations que dans le domaine de l'action, ça a été une COP historique. Historique parce que c'était la réunion de la première CMA. Donc la CMA, c'est l'organe qui va gérer la mise en application de l'accord de Paris. Ça, c'est une chose très importante et c'est historique. Le Maroc a lancé pendant la COP 22 un certain nombre d'initiatives qui intéressent l'Afrique, comme la AAA par exemple. Le Maroc pendant toute cette année, a beaucoup travaillé sur la finance, climat, parce que, en fin de compte, le problème c'est la finance. Et donc nous avons beaucoup travaillé sur la finance climat, comment mobiliser la finance pour que les pays puissent mettre en œuvre leurs indices, donc leur contribution déterminée au niveau national. C'était une réflexion parce que tout le monde parlait, oui, il y a la partie publique, mais la partie publique est limitée. Comment il faut utiliser un effet de levier pour aboutir pour que la finance privée participe également à la finance climat. On en parlait beaucoup, on ne savait pas comment faire. Je pense que le Maroc a organisé un certain nombre d'événements, un certain nombre d'initiatives, comme l'initiative CAPE, comme l'accélérateur avec les Anglais, de la finance, où nous avons d'ailleurs, que nous avons organisé avec les Anglais à Londres, et où des pays sont venus, et je crois 4 ou 5 projets ont été financés avec des acteurs non étatiques, avec des financiers privés. Donc aujourd'hui, je ne dis pas que nous avons les idées parfaitement claires, mais nous avons déjà quelques pistes très intéressantes pour mobiliser la finance privée. Et tout ça, et on continuera à faire ce travail, on est toujours mobilisé, bien entendu, l'Afrique en tirera profit. Là, d'autres choses, on va continuer bien sûr à être mobilisé dans le processus des négociations multilatérales. Dans l'agenda de l'action, quand même, ça a été extrêmement positif. Aujourd'hui, nous avons sorti le premier yearbook, c'est-à-dire le livre qui fait le point de toutes des initiatives de toutes les coalitions, et on va continuer à travailler dans tout cela. Et je voudrais dire quand même qu'ici à la COP 23, on nous a demandé
conduire des consultations sur des points d'achoppement de la négociation, notamment sur le prêt 2020. Un certain nombre de pays en développement avaient demandé que l'action dans le prêt 2020 soit inscrite dans l'agenda de la COP. D'autres pays ont refusé. On nous a demandé de conduire des consultations pour aboutir pour trouver une solution. Nous avons trouvé cette solution après une semaine de travail et de consultation avec les différentes parties. Et nous avons trouvé un compromis, un texte de compromis que vous verrez, qui est déjà publié sur le web. Ça sur le prêt 2020, parce que le prêt 2020 est essentiel. Il y a beaucoup de choses qui doivent se faire, comme la ratification de l'amendement de Doha, comme un certain nombre de questions qui ont trait à la finance. Et donc là, nous sommes arrivés à un compromis. Ça a été fait les consultations et l'aboutissement a été conduit par la délégation marocaine. Voilà, et de toute façon, on nous sollicite et nous participons beaucoup à tout ce qui est fait ici, tout ce qui a été fait pendant la COP22, aussi bien dans la négociation que dans la partie action. Une dernière question, comme on a l'habitude en fait, quand on interviewe une personnalité marocaine, on souhaite qu'elle adresse un message aux citoyens marocains, parce qu'il y a un grand travail qui est en train de faire au niveau de l'État, au niveau des ministères, et en fait il faut que le citoyen marocain aussi accompagne ça, accompagne cette transition énergétique, cette transition de changement de comportement. Quel est le message que vous souhaitez adresser à nos citoyens? Écoutez, c'est très bien, vous savez, les négociations c'est bien parce que c'est, si vous voulez, ce que nous sommes en train de faire, c'est que l'accord de Paris, disons que c'est la loi, et nous sommes en train de travailler sur les décrets d'application. C'est les modalités, les règles et les procédures pour l'application de l'accord de Paris. Bon, ça, si vous voulez, c'est le cadre global qui va faire en sorte qui va réglementer ce que les pays vont faire, et il faut que les pays se mettent d'accord sur justement des points, comment analyser, comment voir ce que chacun fait. Bien, ça c'est la partie, disons, purement réglementaire. Mais ce qui est important, c'est le terrain. Ce qui est important, c'est l'action sur le terrain, parce que c'est là que ça se passe. Alors l'action sur le terrain, c'est ce que font beaucoup d'associations, sont en train de faire un travail magnifique. Bien sûr, les États sont en train de faire beaucoup de choses. Les entreprises sont en train de faire des choix, justement, d'investissement vert, protection disons, du climat et protection de l'environnement. Donc c'est sur le terrain que ça se passe, et le terrain c'est aussi le comportement des gens. Il faut utiliser moins d'eau, ou du moins utiliser de l'eau d'une manière raisonnable et rationnelle. Il ne faut pas utiliser de plastique. Et le Zéro Mica ça a été remarquable, et c'est une initiative qui a très bien marché au Maroc. Il faut économiser les ressources que nous avons. Et ça, c'est le comportement des gens, c'est le comportement des sociétés, c'est le comportement de la société civile. Ça, c'est très important. L'État fait ce qu'il doit faire. Je crois qu'hier, j'ai entendu dire que le Maroc a été classé 3e en matière d'action pour faire face aux problèmes. Non, l'action pour protéger le climat. 3e dans le monde sur 196 pays, c'est remarquable. Voilà. Donc c'est absolument remarquable. Mais je vous assure que c'est les gens sur le terrain, c'est l'action sur le terrain qui est importante. Et l'action sur le terrain peut justement inspirer les négociateurs et leur faire... disons, les faire aller dans un certain sens ou dans l'autre. Hier, dans une réunion et dans un panel, quelqu'un a demandé pourquoi on n'insérait pas dans les négociations un point important sur les droits de l'homme, etc. Les négociateurs font ce que les pays leur disent. Et les instructions des pays, c'est ce qui vient de la volonté populaire en général. Donc c'est l'action sur le terrain, c'est les associations, c'est les acteurs non étatiques, c'est les entreprises.
tout ça doivent agir. C'est par là que ça se passe. Okay. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup, vraiment c'était intéressant. Merci.